Allez, on plonge tout de suite dans notre décryptage du jour. Le secteur avicole algérien, c'est vraiment un pilier massif de l'agriculture locale. Sauf qu'en ce moment, il est littéralement en état de siège. L'ennemi, un agent pathogène microscopique mais aux conséquences macroscopiques, le virus de la maladie de Newcastle. C'est une véritable catastrophe, à la fois économique et biologique. L'impact est tellement dévastateur qu'il force des abattages de masse et des campagnes de vaccination frénétiques juste pour essayer de maintenir la production à flot. C'est un virus ultra contagieux qui attaque le corps de toutes parts avec des taux de morbidité extrêmes. Mais la vraie intrigue de notre exploration aujourd'hui, c'est une contradiction totale qui défie presque la logique. Et voici notre grand mystère médical. Pourquoi des élevages qui sont rigoureusement vaccinés subissent-ils encore des mortalités allant jusqu'à 100%? Les protocoles de vaccination là-bas sont stricts, ils sont obligatoires, et pourtant, des vagues d'épizooties foudroyantes continuent de frapper les fermes. Comment un virus peut-il décimer une population entière d'oiseaux qui, sur le papier, possède le bouclier protecteur de la science moderne? Eh bien, pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord mesurer la pression virale sur le terrain. 82,69%. Oui, c'est énorme. C'est la séroprévalence relevée dans les élevages de poulets de chair du nord de l'Algérie lors de récentes études épidémiologiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça indique qu'une immense majorité des oiseaux a été directement exposée au virus. L'agent pathogène circule continuellement et il se moque bien des périmètres de biosécurité, même les plus stricts. La pression infectieuse dans l'environnement est tout bonnement écrasante. Et l'ironie dans tout ça, c'est que les pratiques agricoles aggravent souvent la situation. L'élevage intensif, c'est un environnement à très haut risque. Une forte densité, une hygiène moyenne, ou même l'oubli d'un simple rappel de vaccin, tout ça fait exploser les taux d'anticorps post-infection. Et on pourrait se dire, génial, plus d'anticorps, ça veut dire plus de protection. Eh bien, pas du tout. Ces taux très élevés prouvent juste que le système immunitaire de l'oiseau panique et monte une réponse complètement exagérée, mais totalement inutile face à l'énorme quantité de virus ambiant. Et pour ne rien arranger, la maladie de Newcastle a des complices. Il faut vraiment prendre en compte l'environnement global. D'autres maladies agissent en équipe pour détruire les défenses de l'oiseau avant même que le virus de Newcastle n'entre en scène. Des agents comme le VVBDV, responsable de la terrible maladie de Gumboro, ciblent et anéantissent les lymphocytes B, créant une immunosuppression sévère. D'autres, comme la bronchite infectieuse, vont littéralement décimer les cils protecteurs des voies respiratoires. Bref, c'est comme balayer les gardes à l'entrée d'une forteresse, ouvrant grand la porte à l'invasion. Et quand la maladie de Newcastle s'y engouffre, c'est brutal. Les conséquences physiques sont dévastatrices. Les oiseaux souffrent d'une grave détresse respiratoire. Halètement, éternuement, râle. Le système digestif s'effondre avec des diarrhées verdâtres profuses. La destruction circulatoire provoque une hypoxie, ce qui donne une couleur violet foncé à la crête des volailles. Mais la phase terminale est de loin la plus terrible, car le virus attaque le système nerveux central. Les tremblements laissent place à une paralysie totale et au tristement célèbre torticolis, une torsion spasmodique du cou. Alors, comment un virus peut-il faire autant de dégâts à l'intérieur du corps? Section 1, la mécanique de la virulence, la serrure et la clé. Descendons à l'échelle microscopique pour comprendre exactement ce qui rend une souche virale inoffensive ou mortelle. C'est là que la biologie devient fascinante. Tout se joue dans la protéine de fusion du virus, au niveau de ce qu'on appelle son motif de clivage. On peut voir ça exactement comme un système de serrures et de clés. Les souches légères, dites lentogènes, ont une clé très basique, un motif monobasique. Cette clé ne tourne que dans les serrures des voies respiratoires ou digestives. L'infection reste donc locale, mais les souches mortelles, dites vélogènes, ont évolué pour se doter d'un motif polybasique. Et ça, c'est le passe-partout ultime. Il est activé par des enzymes présentes dans presque chaque cellule de l'hôte, permettant au virus de pirater tout le corps et de causer une destruction systémique. Section 2. Le clivage des génotypes. Maintenant qu'on a la mécanique en tête, voici les deux grands adversaires de cette bataille biologique, les anciennes souches utilisées dans nos vaccins face aux tueurs d'aujourd'hui. La différence entre ces deux camps est tout simplement vertigineuse. D'un côté, le génotype I, notre ancêtre, l'antogène. Il reste localisé, stimule parfaitement l'immunité et ne cause pas de dégâts. Franchement, c'est le candidat vaccin parfait. De l'autre, le génotype V. C'est lui le vrai moteur de la pandémie animale actuelle. Avec son fameux motif polybasique, il accède à l'ensemble du corps, provoque des nécroses massives et atteint des scores maximum sur l'échelle de pathogénicité cérébrale, un prédateur moléculaire de très haut vol.
Et son agressivité est vraiment hors norme. Ce génotype V ne fait pas que détruire des cellules, il déclenche ce qu'on appelle une tempête de cytokines. En gros, il retourne le système immunitaire de l'oiseau contre lui-même. Et comme si ça ne suffisait pas, de minuscules mutations comme la mutation N284K agissent comme un bélier moléculaire pour fracasser la barrière hémato-encéphalique. Résultat, l'effondrement neurologique total dont on a parlé plus tôt. Section 3. Le paradoxe de l'excréteur silencieux. C'est ici que l'on revient à notre grand mystère du début. Pourquoi les vaccins classiques ne marchent-ils plus contre ce satané génotype V? La réponse tient dans un concept fondamental, le décalage antigénique. Au fil des décennies, le virus de terrain a tellement muté qu'il s'est éloigné de la souche de notre vaccin. Sa forme en 3D a changé. Du coup, les anticorps créés par le vaccin sont devenus comme des clés légèrement tordues. Elles rentrent toujours dans la serrure, mais impossible de les tourner à fond. Le virus n'est donc plus neutralisé correctement à la surface des muqueuses. Et ça nous amène droit dans un piège épidémiologique redoutable, le cycle de l'excréteur silencieux. L'oiseau est vacciné, donc le virus ne le tue pas. De l'extérieur, il a l'air en pleine forme. Mais à l'intérieur, le virus se multiplie. L'oiseau se transforme en une véritable usine biologique invisible, rejetant des nuages massifs de particules virales dans son environnement. La concentration devient tellement écrasante qu'elle finit par briser les défenses des oiseaux les plus faibles, ou carrément celles des fermes voisines. Mais qu'est-ce qui pousse ce virus à muter aussi vite? Section 4. L'évolution virale et l'essaim de quasi-espèces. Regardons de plus près comment l'élevage intensif lui-même booste l'évolution génétique de ce virus. Il faut bien garder cette idée en tête. Un virus n'est jamais figé. Quand il infecte un organisme, il existe sous la forme d'une quasi-espèce. C'est un essaim chaotique de variants qui mutent en permanence. Et quand on utilise des vaccins inadaptés dans des fermes surpeuplées, on met le virus sous une pression colossale. On crée un filtre évolutif parfait. Les variants faibles meurent, mais l'essaim sélectionne et multiplie frénétiquement les variants les plus redoutables, ceux capables d'esquiver nos défenses. Et c'est presque mathématique. Sous cette pression immunitaire, le virus concentre ses mutations directement sur sa glycoprotéine de surface, la cible principale de nos anticorps. En modifiant quelques acides aminés bien précis, par exemple le A50T ou le S54R, le virus change légèrement sa forme physique en 3D. Résultat, les anticorps du vaccin glissent dessus et l'affinité s'effondre. C'est la dérive antigénique, le moteur ultime de l'évasion virale. L'ancienne méthode est dépassée. Il nous fallait une toute nouvelle arme. Section 5, la solution recombinante, le point culminant de notre décryptage. Face à ce mur, la science a répondu avec une technologie moléculaire de pointe pour briser enfin ce cycle infernal. Bienvenue dans la magie de la génétique inverse. Les scientifiques construisent désormais un vaccin sur mesure en 3 étapes. 1. On prend le squelette totalement inoffensif du bon vieux vaccin génotype 2. 2. On lui enlève ses protéines de surface pour y greffer exactement celles du tueur actuel, le génotype 7. Et 3. Le coup de génie, on modifie le dangereux site de clivage polybasique pour le rendre inoffensif. On obtient quoi? Un virus totalement sans danger, mais qui porte l'armure et le déguisement parfait de la menace moderne. Et les résultats sur le terrain sont implacables. Sans vaccin, c'est l'hécatombe. Avec les anciens vaccins, on évite la mort, mais les oiseaux continuent de répandre le virus partout. Vous vous souvenez, les excréteurs silencieux. Mais avec cette nouvelle technologie recombinante calquée sur le génotype FAT, on obtient ce qu'on appelle une immunité stérilisante. On frôle les 100% de survie et surtout, l'excrétion du virus chute à presque 0 en à peine 72 heures. Le cycle infernal est enfin brisé. C'est une percée scientifique tout simplement brillante. La technologie recombinante a permis de reprendre le contrôle là où tout semblait perdu. Mais n'oublions jamais la règle d'or de la nature, l'essaim viral, lui, ne dort jamais. Il continue de muter, de tester, de s'adapter en permanence. Alors, au-delà de cette belle victoire, une question cruciale demeure pour clôturer notre analyse. Alors que la virologie accomplit des miracles moléculaires, notre technologie pourra-t-elle toujours garder une longueur d'avance sur la prochaine mutation de cette interminable course aux armements ?